Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de l'effet de serre, du bilan radiatif de la Terre et enfin, tu vas comprendre pourquoi la température à la surface de la Terre dépend directement de la concentration de ces gaz dits à effet de serre comme le CO2 ou comme l'eau ou comme le méthane qui peuvent être dans l'atmosphère. Donc, dans cette vidéo, on va voir plusieurs étapes. On va parler du Soleil traité comme un corps noir qui émet dans tout l'espace donc un rayonnement qui arrive au niveau de la Terre. Et donc on va, grâce à un bilan radiatif au niveau de la Terre, calculer la température moyenne de la surface de la Terre. Alors on va le faire avec des modèles de plus en plus raffinés pour arriver à une description de plus en plus réaliste. Donc dans un premier temps, on va décrire la Terre simplement comme si elle n'avait pas d'atmosphère, comme une planète sans atmosphère et aussi sans albédo. Donc l'albédo, c'est le fait que en fait, c'est l'atmosphère qui réfléchit une partie du rayonnement solaire. Donc on va avoir plusieurs modèles, la Terre sans atmosphère sans albédo, la Terre sans atmosphère avec albédo, la Terre avec atmosphère sans albédo, la Terre avec atmosphère avec albédo, donc avec réflexion, et enfin la Terre avec atmosphère avec albédo et avec aussi absorption du rayonnement infrarouge par les gaz à effet de serre. Donc ce sera le dernier modèle et tu verras que grâce à ce dernier modèle, on peut arriver à estimer la température de la surface de la Terre à une vingtaine de degrés, ce qui correspond effectivement à une valeur moyenne. Voilà, donc c'est un bilan intéressant et ce sont des raisonnements basés donc sur le modèle du corps noir. Donc dans toute cette vidéo, on va traiter la Terre comme un corps noir, on va traiter le Soleil comme un corps noir, on va traiter l'atmosphère comme un corps noir. Il va falloir que je fasse une vidéo pour parler plus précisément de ce qu'est un corps noir, mais tu n'as pas grand-chose à en savoir. J'ai rappelé quelques résultats au tableau. Donc un corps noir, c'est un corps qui absorbe absolument toutes les radiations qui lui arrivent, quelle que soit leur longueur d'onde, et qui les réémet, mais qui les réémet non pas à la longueur d'onde qu'elles avaient dans le rayonnement incident, mais qui les réémet par un spectre continu qui ne dépend que de la température de ce corps et non pas de sa constitution chimique. Et donc, ce spectre, c'est le spectre continu que tu vois là, c'est ce qu'on appelle la loi de Planck. Et donc, le maximum ici t'indique la couleur, parce que, attention, un corps noir n'est pas noir. Hein, le Soleil qui se comporte comme un corps noir, lui, il est jaune. Et donc, le maximum de longueur d'onde t'indique la couleur approximative du corps qui émet. Donc, pour nous, pour les êtres humains à peu près à 300 Kelvin, on émet dans l'infrarouge. Mais le Soleil, qui se comporte approximativement comme un corps noir à 5800 Kelvin, donc émet principalement dans le jaune, 0,5 micromètres, cette longueur d'onde maximale. Et donc, c'est parfaitement adapté justement à la vision humaine qui a un maximum de sensibilité pile poil pour cette longueur d'onde. Donc, la nature est très bien faite. Alors, on va y aller en plusieurs étapes. Donc, on va d'abord parler de la puissance totale en watts en appliquant ce qu'on appelle la loi de Stéphan. Cette puissance émise par le Soleil et qui se conserve, quel que soit le rayon pour lequel on la regarde. Et donc cette loi de Stéphan nous donne la puissance surfacique émise donc par la surface d'un corps noir. Donc elle s'obtient en intégrant pour toutes les longueurs d'onde cette courbe, cette loi de Planck. Et donc on peut montrer que cette puissance surfacique est proportionnelle à la température du corps à la puissance 4 et cette constante sigma, eh bien, elle est universelle pour tous les corps noirs. Et donc voilà comment on peut évaluer la puissance émise dans tout l'espace par le Soleil et pour évaluer la fraction que nous, on va récupérer sur la Terre. Donc cette puissance, c'est simplement la surface du Soleil, de la sphère extérieure du Soleil. Donc le Soleil qui a un rayon d'à peu près 700 000 km. Donc on va multiplier la surface du Soleil 4πRS au carré fois cette densité surfacique de puissance sigma fois la température du Soleil à la puissance 4 et on obtient quelque chose d'énorme, donc 4 fois 10 à la puissance 26 watts. Donc ça c'est un premier calcul, la puissance totale émise par le Soleil. Bon, bien sûr, nous, à la surface de la Terre, on ne récupère pas tout ça. Alors on va calculer nous ce qu'on récupère. Alors pour ça, il suffit de faire un petit peu une règle de 3.
Si tu considères donc l'unité astronomique qui est la distance Terre-Soleil, donc là en pointillé j'ai mis la trajectoire de la Terre quasi circulaire autour du Soleil dans le plan de l'écliptique. Donc on a la Terre et cette puissance donc se conserve à travers tout ce flux émis par le Soleil se conserve à travers toute sphère de rayons R. Donc pour évaluer la puissance recueillie de la part, donc par la Terre de la part du Soleil, eh bien, on va prendre cette puissance totale, mais on va la multiplier par la surface depuis laquelle on voit la Terre à partir du Soleil, c'est-à-dire en fait il faut faire une projection. On ne va pas prendre la surface de la demi-sphère parce qu'en réalité la surface efficace, ça n'est que la surface du disque du rayon terrestre RT, donc pi RT carré, donc divisé par la surface totale de la sphère, donc de centre S et de rayon ST, donc 4pi fois la distance ST au carré. Donc voilà quelle est la fraction de la puissance émise par le Soleil que nous récupérons au niveau de la Terre. Alors attention, là c'est supposé être sans albédo, c'est-à-dire on fait comme si on récupérait sans aucune réflexion par la Terre ou par l'atmosphère, donc comme si on récupérait la totalité de cette puissance. Alors on peut faire une petite application numérique et on trouve là aussi quelque chose d'assez énorme, donc 1,8 fois 10 puissance 17 watts. Donc c'est ce que récupère la partie éclairée de la Terre, hein, mais bon, la Terre dans sa globalité, ce flux qui est largement suffisant pour subvenir à tous les besoins énergétiques de la planète. Donc voilà d'où nous tirons principalement notre énergie. Donc on a calculé la puissance reçue par la Terre de la part du Soleil. On pourrait aussi calculer le flux surfacique, donc par unité de surface, pour des capteurs solaires, donc des panneaux solaires qui seraient placés au zénith, donc face au Soleil. Donc on recevrait donc cette puissance divisée par 4pi St au carré. Donc ça c'est le flux surfacique, donc en watts par mètre carré. Et donc quand on fait l'application numérique, on trouve 1400 watts par mètre carré. Donc tout à l'heure je mentionnais le phénomène d'albédo, le fait qu'en réalité l'atmosphère réfléchit une partie de ce rayonnement parce qu'une valeur plus réaliste, ça n'est pas 1400 watts par mètre carré, mais c'est environ 900 ou 1000 watts par mètre carré. C'est-à-dire que le flux solaire réel, eh bien, il faut multiplier ce coefficient, donc c'est le flux idéal, multiplié par 1 moins A, puisque donc nous réfléchissons A fois phi s, A donc l'albédo, un coefficient sans dimension d'environ 0,3. Donc on va réfléchir environ 30% du rayonnement solaire incident, et donc on va récupérer à peu près 70% du flux solaire surfacique, donc ce qui fait environ 1000 watts par mètre carré. Alors grâce à ça, et grâce à cette puissance reçue par la Terre de la part du Soleil, on peut calculer, on peut faire une première estimation de la température de la surface de la Terre en considérant dans un premier temps que la Terre est sans atmosphère. Donc on va considérer que la Terre est un corps noir, c'est-à-dire qu'elle reçoit ce flux de la part du Soleil et ce corps noir, donc qu'est la Terre, va réémettre dans toutes les directions de l'espace eh bien, ce flux de façon isotrope, donc en suivant elle aussi la loi de Stéphan. Donc cette puissance absorbée par la Terre est totalement restituée par celle-ci sous forme d'un rayonnement de corps noir. Et donc pour estimer la température de surface de la Terre, eh bien, on va dire que donc, cette température émise par la Terre, donc 4pi fois le rayon de la Terre au carré fois sigma température de la Terre à la puissance 4, c'est cette puissance que l'on a reçue de la part du Soleil. Donc après, on peut réinjecter évidemment toutes les différentes grandeurs pour faire toutes les simplifications. Donc on aura pi RT carré sur 4pi fois la distance Terre-Soleil au carré, et on peut recopier également l'expression de la puissance donc émise par le Soleil considérée comme un corps noir. Donc 4pi rayon du Soleil au carré sigma TS à la puissance 4, ce qui va nous donner une température de la Terre
Donc après toutes les simplifications, une température de la Terre qui vaut la température du Soleil, donc fois ce coefficient sans dimension, donc il fait intervenir uniquement le rayon du Soleil et la distance Terre-Soleil. Et on trouve une valeur de 280 Kelvin, soit moins 7 degrés Celsius, ce qui est plutôt froid, hein. Heureusement que la température moyenne de la surface de la Terre est plus élevée que ça. Et donc on voit que ce modèle sans atmosphère ne permet pas de rendre compte justement de ce qu'est véritablement la température de surface de la Terre. On pourrait même se dire, tiens, on va un petit peu améliorer ce modèle en prenant un modèle donc sans atmosphère, mais avec albédo, c'est-à-dire en tenant compte du fait que non seulement voilà, on n'aurait pas d'atmosphère, mais en plus on va ne pas récupérer toute cette puissance, mais ne récupérer qu'un facteur 1 moins A fois cette puissance. Donc on pourrait faire ce modèle-là qui a priori serait encore plus réaliste, sachant qu'effectivement on ne récupère pas tout. Alors, ce que ça va changer, j'ai envie d'appeler cette température T température de la Terre 1, donc pour le modèle sans atmosphère et sans albédo. Donc ça va nous donner une température de la Terre 2. Donc on voit que dans le calcul précédent, on ne va pas tout refaire. En fait, on a ce terme 1 moins A, mais là la température de la Terre est à la puissance 4. Donc ce qui fait que finalement, on va avoir un terme correctif 1 moins A à la puissance 1 quart fois la température de la Terre dans le premier modèle. Donc ce qui est encore pire finalement, puisqu'on va encore réduire la température de la Terre. On peut faire l'application numérique. Et donc après application numérique, on trouve 256 Kelvin, soit moins 17 degrés Celsius. Donc si on ne tient pas compte de l'atmosphère, mais qu'on tient compte de l'albédo, eh bien on se rend compte que voilà, c'est encore plus froid. Alors on va voir effectivement que pour décrire l'effet de serre, il faut prendre en compte les gaz à effet de serre que sont le CO2, la vapeur d'eau dans l'air, etc. Et donc on va voir que l'atmosphère, dans un bilan radiatif plus sophistiqué, va nous aider à rendre compte de la température moyenne de la Terre.